Nous sommes le vendredi 25 janvier 2019, nous sommes à Angoulême pour le festival international de la bande dessinée d'Angoulême et je suis avec Renaud et Romain Lemaire. Renaud, bonjour. Salut. Et Romain, Bonjour à tous. qui sont auteurs respectivement de Dreamland et de Everdark, tous les deux parus chez Pika Éditions. Déjà, comment ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos éditeurs? On va commencer par l'ancien. Oui, moi je suis Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, une petite série qui a débuté il y a 2 ans, l'année dernière je crois, il n'y a que 2 tomes. Et voilà. Moi, Romain Lemaire, auteur d'Everdark. 47 tomes. Non, il y a 2 tomes, dont le 2 sorti hier, et assistance au Dreamland de 2006 à 2013, 2014, voilà. Je vais commencer un petit peu avec toi, Romain, parce que tu es un peu, malgré ce que tu dis, le taulier du métier, parce que Dreamland c'est 18 tomes déjà, et pas 2. C'est une saga qui a commencé en 2005 dans le magazine Shonen, avant d'être publiée à partir de... J'ai tendance à dire 2006 parce que je prends le relié comme vraie sortie, mais t'as raison, il y a eu le shonen, ouais, c'est vrai. Du coup, alors j'aimerais te montrer une petite chose et que tu me la commentes. C'est le tome 1, la première édition, donc celle de 2006 jusqu'à 2012. C'est pas la première impression. Attends, on va voir la dédicace pour dire ouais, elle est vieille. Regarde, je prenais du temps parce que j'avais pas beaucoup de monde, donc je faisais une petite couleur et tout, c'est clair. Donc non, ouais, de toute façon oui, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc fan de la première heure c'est le tome 1 de 2006. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006? Pas mal de choses, comme tu dis, 18 tomes, après une réédition un peu plus séduisante pour justement 2006 à 2012, mine de rien, ça faisait 6 ans, c'était exceptionnel de tenir 6 ans, puisque tu étais là au début, en 2012, des séries qui avaient commencé en 2006, il n'y en avait pas, qui avaient perduré. Donc du coup, déjà à l'époque, la longévité était pas mal, et donc pour relancer la série aux lecteurs qui n'auraient pas accroché ou limite découvert la série en 2006, il y a eu une réédition en 2012 où j'ai refait le tramage, j'ai réajusté quelques traits, mais pas la volonté de redessiner le tome. Donc je l'appelle, c'est le même tome mais en mode remaster, en mode HD. Et donc voilà, depuis 2012, donc maintenant elle a 7 ans cette deuxième édition, ça passe de fou et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie, dans ta manière de ton travail? Est-ce que tu as des méthodes, je sais pas, des influences J'espère pas avoir changé dans mon état d'esprit, dans ma création et dans ma spontanéité. Après, ce qui a changé, c'est ce qui s'appelle l'expérience, le vécu. Donc, je me suis un peu plus professionnalisé. De toute façon, on le voit, c'est pas moi qui le dis, on le voit sur l'évolution des pages et de la technique. Donc, tu prends conscience de plein de choses. Tu as le rapport avec le public que tu n'as pas quand tu t'imagines éditer, mais tu t'imagines pas avoir le succès. Le succès, tu l'imagines jamais. Donc niveau créatif, il n'y a rien qui a changé, puisque moi j'avance, mon histoire c'est toujours la même. Et justement, la deuxième partie qui commence à partir du tome 10 jusqu'à maintenant, tome 18, est une partie très très bancale niveau scénaristique. Un truc éditorialement, tu fais pas dès les premières parties d'une série. Donc non, je me suis toujours... j'ai mon cap, ça changera pas. Après, ce qui a changé, ouais, la technique, les outils, l'informatique est venue, le statut, les finances aussi, hein, mine de rien. Donc pas mal de choses. Une série qui a commencé de zéro et qui connaît son succès et qui recrute encore. Donc c'est ça qui est cool et qui est ouf, c'est que je suis pas arrivé au plafond encore. Le plafond, ça serait déjà bien. Tu dis, au moins elle existe et elle est rentable. Mais non, Dreamland continue à monter d'année en année, donc c'est grisant, quoi. Hier, on a rencontré Tony Valent, l'auteur de Radiant, qui a eu une petite actualité sympa en fin d'année dernière, puisque la série a été adaptée en dessin animé au Japon. Est-ce que pour Dreamland, c'est quelque chose qui, sans forcément être un objectif, peut quand même te traverser dans la tête? Tu dis, j'aimerais bien, ou une autre adaptation, un autre média? Tony, on se connaît depuis un petit moment, c'est un bon copain, donc c'est vrai que la question revient maintenant que lui, il y est arrivé. Et il y a 3-4 ans, il y a 3-4 ans, j'étais le premier à dire, et même lui, que de toute façon, faire un animé fait par les Japonais, par des Français, ça pouvait pas exister. Et voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que Radiant a montré que c'était possible. Après, si tu l'as eu, il a bien fait comprendre que c'est un alignement des planètes, que c'est vraiment
un cas à part et que voilà. L'animé en soi, c'est comme nous, on est auteur de BD, tu vois. Donc le but, c'est nous, notre objectif et le fait pour qu'on soit les plus heureux, c'est arriver à ce qu'on a écrit, à l'écrire comme on a envie. Donc moi, mon objectif à moi, mon but premier, c'est d'arriver au bout de ma série avec le nombre de tomes que j'ai prévu et le nombre et de la façon dont j'ai envie de le raconter. Il ne faut pas se cacher qu'après que ce soit un animé, un jeu vidéo, tout ça, c'est ce qu'on appelle les goodies, les trucs annexes. C'est un truc qui sera pas forcément fait avec nous ou qui viennent de notre volonté. Donc tout ce qui va arriver en annexe sur Dreamland, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque dans tous les cas, ça pourra faire que vendre un peu plus du bouquin. Au Japon, l'animé, c'est ce qu'on dit, c'est le goodies ultime. Un animé, au Japon, est fait pour faire vendre du manga. Donc n'importe quel auteur ne refusera jamais qu'il y ait son dessin animé. Maintenant, c'est vrai, je t'avoue, moi, si aujourd'hui on venait me proposer un animé, tu vois, je suis pas. Le but, c'est pas d'être le premier en vente, de faire des millions. C'est tant que tu as envie et comme je te dis, que tu penses que tu vas arriver au bout de ta série. Est-ce que le but, c'est de faire un animé qui soit mais en total décalage avec la série ou qui déplaise aux fans et en fait c'est juste pour gagner quelques ventes. Donc vraiment, moi, si demain on propose un animé, j'avoue qu'il faudrait voir comment ça se passe. Là, c'est vrai, je le vois avec le recul avec Radiant où il a dû faire des concessions. Il y a eu pas mal de fans déçus sur quelques épisodes et tout. Donc c'est vrai que ça joue pour la série. Et puis Tony, encore, même maintenant, ça marche. Donc lui aussi, je pense qu'il ira au bout de la série qu'il a envie. Mais j'avoue maintenant, passer l'effet de l'année dernière, Radiant a son animé, j'aimerais bien un jour avoir le mien, tu dis, faudrait voir. Moi, je t'avoue aujourd'hui, clairement, sans langue de bois, si demain on propose l'animé demain et que je vois que ça matche pas, ça va me décevoir, ça va décevoir les fans, eh ben, je ne suis pas à vouloir gagner 10 000 ou 15 000 lecteurs de plus. Tu vois, pourquoi vouloir gagner plus quand tu gagnes déjà bien? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne sert à rien d'être... demain, on sera... tu vois, qui va être le premier, le deuxième? On s'en fout de truster les ventes parce que ça ne veut rien dire, c'est figé dans le temps ce genre de discours parce qu'après-demain, tu as des petits jeunes qui vont vendre 10 fois plus. Tu vois, il n'y a pas un objectif de rester dans les premiers ou quoi. Donc moi, non, comme je te dis, le but, c'est que Dreamland avance. Si les choses se font bien et comme j'ai envie, je suis ouvert à tout, au contraire. Tu vois, moi je suis fan de jeux vidéo. Si on me proposait un jeu de combat sur les persos de Dreamland et tout, je kifferais. Donc tout ce qui est annexe, voilà, tu vois, ça ne change pas. Donc tout ce qui est en annexe, oui. Mais Pika te le dirait bien, c'est que faut faire les choses comme moi faut que ça respecte mon œuvre et que ça respecte les lecteurs. Voilà. Après, tu parles à un mec qui vit de sa passion. Un petit gars qui a que 3-4 tomes et on lui propose l'animé, il a encore tout à faire, et ben tant mieux, il est obligé de dire oui. Parce que comme ça va pérenniser sa série et il pourra signer le 5, le 10. Mais aujourd'hui, moi, je ne m'inquiète pas qu'on me signe le 20, 21 et 22, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui la bataille d'un auteur, c'est la précarité. Chaque auteur se demande si on se projette à coup de 2-3 ans dans nos lives, mais moi j'ai le luxe de pouvoir me projeter dans 5-6 ans. Je sais que même si les ventes dégringolent, la relation qu'on a tissée avec Pika, ils vont pas me dire du jour au lendemain, on arrête, c'est le dernier tome. On va faire ça bien, tu vois. Donc j'ai encore une visibilité et sur mon avenir. Donc voilà, l'animé, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est une toute nouvelle réponse avec le recul de Radiant en animé et d'avoir parlé avec Tony. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse le truc comme j'ai envie. Ouais. Si tu devais donner un conseil à un jeune auteur qui voudrait se lancer dans le manga aujourd'hui, ce serait lequel? De faire du sport. Oui, non mais si. Non, en fait, d'entretenir la machine. On est des machines, le corps humain est une machine et être mangaka, ça sollicite beaucoup le corps. Donc il faut une discipline. Bon déjà, alors oui, le conseil que je donne, c'est d'être curieux, de se faire plaisir et tout, ça c'est créativement. Mais là, on va dire, je pense qu'on ira plus dans ce délire. Moi, je vais vraiment donner un conseil concret qu'on oublie souvent parce que je vois des petits jeunes qui sont talentueux, qui sont à fond, qui pensent tenir. Puis dès que tu fais 4 nuits blanches, si tu mets 2 semaines à t'en remettre, ben non. C'est à toi de te gérer, de dire peut-être qu'il faut en faire qu'une. En fait, c'est la régularité, tu vois. Mais si aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que dès que je finis un tome, j'en attaque un autre. Tu vois, je suis pas le plus doué, c'est juste que je suis le plus endurant. Pour en avoir parlé avec tous les autres auteurs, je citerai pas les noms, tu vois, mais il y en a qui physiquement ont pris cher. Et c'est vrai, mais c'est pas leur faute. C'est que c'est clairement, franchement, faire du manga, surtout maintenant, en France, tu vas être tout seul. Si tu as 2-3 potes pour t'assister, c'est cool, mais c'est très très rare. Donc tu vas devoir faire le taf de 40 personnes.
Parce qu'en fait, on croit qu'on va faire le taf de 10 personnes, donc de l'auteur et des assistants. Mais en fait, c'est faux. Tu fais le taf de l'auteur, des assistants, du tento, du chargé de com, parce que regarde, les auteurs en France, il faut gérer ses réseaux sociaux. Tu vois, tu dois tout faire. Alors, il y a l'éditeur qui est là, qui fabrique bien le bouquin, qui t'accompagne. Mais au Japon, quand on parle de shonen, tu as un tento, c'est un mec qui a juste un auteur qui est derrière, tu vois. Aujourd'hui, nous, notre directeur éditorial en France, il s'occupe d'un ou deux mangas français et de 15-20 séries japonaises, tu vois. Il connaît pas le scénario par cœur. Le tento au Japon, c'est lui, il est limite scénariste. Donc tu vois, il faut aller au-delà de se dire il y a l'auteur et les assistants. Non, tu veux faire du shonen, tu veux faire du manga, tu vas faire le travail de... Tu crois pouvoir assurer le travail de 40 personnes. Donc voilà, il faut vraiment être prêt physiquement. Moi, je pense pas être plus résistant qu'un autre. J'ai toujours gardé le sport dans ces 13 ans. Donc je pense que c'est ça, le fait que j'ai jamais mal au dos et tout. Il faut avoir une discipline, donc faire attention. Parce qu'on peut se cramer les 2-3 premières années. Mais si c'est après plus s'en remettre, le but c'est de le faire ça toute notre vie, quoi. Et toi Romain, est-ce que tu suis tous ces conseils ? Se faire confiance, raconter les histoires qu'on rêve de coucher sur le papier et être aussi indulgent avec soi. On n'arrivera jamais à faire la page parfaite. Mais voilà, prenez de l'avance si vous êtes jeune, storyboardez, faites de la page, parce que savoir dessiner c'est une chose, mais gérer un découpage, une narration, c'en est une autre. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et ils veulent faire de la bande dessinée, et pas forcément format manga, ça peut être n'importe quel format, franco-belge ou autre. Mais ils ont fait que de l'illustration, il faut vraiment que les jeunes se mettent en tête qu'il faut vraiment faire du storyboard, faire de la page, quoi. Parce que si vous n'avez jamais dessiné, c'est du retard que vous allez devoir rattraper. Donc après, vous pouvez apprendre vite, il n'y a pas de souci, il n'est jamais trop tard. Un bon dossier reste un bon dossier. Avancer, on apprend de ses erreurs, il ne faut pas chercher, faut avoir confiance en soi, mais aussi accepter ses faiblesses et essayer de les combler au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Voilà. Alors du coup, donc, tu viens de sortir Everdark, mais c'est pas ta première incursion dans le manga parce que tu as déjà été assistant sur une série dont on a parlé un petit peu récemment. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter justement tout ton parcours dans le manga et ce qui t'a amené justement à créer Everdark ? Si on fait dans l'ordre, après le dessin, moi je dessine depuis que je suis tout petit. Collège, lycée, j'ai eu option art plastique. Sorti après à la fac, 2 ans d'anglais, 2 ans d'art plastique. Et c'est durant la 4e année de fac que Renaud est venu me débaucher pour travailler sur Dreamland. Et en fait, j'avais déjà mon projet Everdark depuis. J'avais les thématiques depuis le lycée, mais après, je savais pas si je voulais partir d'en faire de la BD, de l'illustration, faire une école. Je réfléchissais, quand j'étais à la fac. Et du coup, il m'a demandé d'être assistant. Et là, j'ai dit, ok, ça me permettra de voir le milieu pro et d'aider la famille. Donc, j'ai accepté. Et c'est en bossant pour lui que y a eu le déclic que oui, j'ai envie de raconter mes histoires sur ce format-là qui offre une flexibilité narrative qui est quand même pas négligeable, parce qu'après, tester des storyboards sur un format plus restreint, moi, j'arrivais pas à raconter des trucs qui m'intéressaient, donc j'ai pas pris le format de 200 pages, histoire de faire comme les Japs, c'est juste que moi, j'arrivais pas à raconter des trucs sur format court, et que c'était le format, moi, qui me parlait le plus. Voilà. Mais sinon, le projet, oui, c'est un projet que je traîne depuis longtemps, et à la base, c'était de la dark fantasy. Mais en tant qu'œuvre d'un jeune auteur, une première œuvre, je préférais mettre le focus sur d'autres persos différents de mon univers et de rendre ça plus accessible plutôt que de commencer direct avec un seinen de dark fantasy qui va viser un public un peu plus restreint, quoi. Pour Everdark, tu as une visibilité sur ta série ? Tu sais si ça va être une série longue ou courte ou... Moi, j'ai tout été écrit dans ma tête, on va dire, aussi sur quelques feuilles de papier, mais je sais où je vais en tout cas. Donc la narration est tenue de bout en bout. Après, chez Pika, il y a tout à faire encore et il faut que la série trouve son lectorat. Donc là, quoi qu'il arrive, il y a 5 tomes chez Pika. Mais bien sûr, mon rêve, moi, c'est de raconter l'histoire que j'imaginais et bien sûr, elle va au-delà de 5 tomes. Donc dès qu'on me dit, Romain, c'est bon, tes ventes sont bonnes, tu vas pouvoir aller au-delà de 5, moi, je travaille par palier. Moi, je pense pas du tout à l'animé, je pense pas. On va faire les choses dans l'ordre, par étapes. On va déjà donner le maximum et travailler comme un ouf pour déjà fédérer de plus en plus de lecteurs sur les premiers tomes. Et après, on prendra les choses comme elles viennent, si ça fonctionne. Mais oui, la série, moi, j'ai imaginé ça sur quand même un univers où il y aura quand même des tomes. Mais moi, j'aime pas les séries à rallonge non plus, donc j'irai toujours à l'essentiel niveau narration. Mais l'objectif, déjà, c'est raconter quelque chose, convaincre. J'ai 5 tomes chez Pika pour convaincre et on va donner le maximum pour convaincre les gens et aller au-delà après. C'est déjà un luxe quelque part d'avoir 5 tomes signés du premier coup.
Tout à fait, ouais. C'est pas tous les éditeurs qui offrent, on va dire, 5 tomes d'entrée à un jeune auteur, hein. En général, c'est plus 3, hein. Moi, non, moi, le contrat que j'ai chez Pika, peut-être que ça sera pas le même son de cloche chez d'autres éditeurs pour des jeunes auteurs, hein. Puis aussi, il y a le fait que j'ai travaillé sur Renault. Voilà, ça a sécurisé, je pense, aussi pas mal d'éditeurs quand j'ai fait le tour des éditeurs, quand j'ai présenté mon dossier. Donc il y a ça aussi, il faut pas se leurrer. Mais sinon, voilà, on va travailler dans l'ordre. Mais bien sûr, si un jour de bonnes choses doivent arriver, comme, je sais pas, là c'est encore trop tôt, mais des adaptations, des trucs comme ça, il est trop tôt pour y penser. Mais si ça devait arriver un jour, je serais le plus heureux du monde. Mais déjà, on fait les choses à notre portée et on essaie de les faire bien en tout cas. En tout cas, on souhaite bon courage pour que ça marche. Donc on est à Angoulême, je voulais revenir sur un fait, à savoir Rumiko Takahashi qui a obtenu le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc deuxième femme et deuxième mangaka qui obtient cette récompense. Est-ce que c'est quand même un événement ici ? Alors ici, ça a l'air d'être un événement. Pour nous, ça nous semble tellement logique. Moi, j'avais voté forcément pour elle, premier tour et deuxième tour, donc ravi d'apprendre que c'est elle. Il était temps, quand on voit les Japonais à qui ils ont décerné les prix, c'était logique. Tu as Toriyama et Otomo, tu te dis la Sainte Trinité, il manquait elle, en plus déjà une femme, et puis c'est elle qui a marqué toute une génération, qui ont marqué toute une génération. Donc c'est aussi un symbole de dire on a rendu hommage à parce que c'est vrai qu'il faut dire quand même qu'il y a chez les auteurs qui ont le Grand Prix sont de l'ancienne génération, parce que c'est eux qui ont influencé, on le décerne à ceux qui influencent les auteurs, donc il était temps. Maintenant qu'on a fait ces classiques, tu vois, ces incontournables, c'est cool, on va pouvoir se tourner vers moi, j'espère, des auteurs plus jeunes mais japonais, tu vois. Le but, c'est pas de s'arrêter à dire oui, ok, on a compris que ces trois-là, il fallait leur donner un truc, maintenant vous avez eu vos prix japonais, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est clair. Là, les choses sont remises dans l'ordre. On a vraiment décerné les prix à ces trois-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on a toute une génération de trentenaires à 40 ans qui ont bouffé du manga. Maintenant, j'espère, je ne dis pas qu'il faut que chaque année il y ait un japonais, bien sûr, mais que ça y est, ça devienne bien plus mixte, quoi. Après, voilà, c'est une grande dame avec une belle carrière. Elle a quand même pas mal de séries à son actif. Et voilà, au Club Dorothée, on regardait tous. Voilà, moi, j'avais connu quand j'étais petit par le dessin animé d'abord avant de connaître les mangas qu'elle faisait. Et non, un bel hommage et vraiment content pour elle. Voilà, elle mérite. Ouais. Plus que Rumiko Takahashi, c'est même le manga, et même du coup le manga français qui commence à enfin avoir ses de noblesse. C'était pas forcément le cas avant. Du coup, est-ce que le manga est enfin reconnu à sa juste valeur aujourd'hui ? Le manga est, de toute façon, c'est toujours, ça dépend par qui en fait. Et évidemment que le manga il est reconnu mais par le public depuis tellement longtemps. C'est plus savoir les lecteurs de la franco-belge ou qui essaient de garder leur territoire comme s'il y avait une bataille. Mais le manga c'est devenu, on s'est approprié la culture en France. On est le deuxième pays consommateur de manga, mais on n'est pas que consommateur. Ça fait partie de notre truc, mais on s'est approprié une sorte de Japon idéalisé. Tu vois, c'est ça qui est marrant. La France, c'est le deuxième Japon, mais en mode à la française, donc grâce à tous les dessins animés, parce que d'ailleurs le manga a percé grâce aux animés en fait. Donc ouais, déjà le manga, c'est sûr que c'est acquis, le public, on n'a qu'à voir, hein, les jeunes, ils vont vers le manga, le format est séduisant, et puis maintenant, c'est la logique, comme tu dis, le manga français arrive, c'est dans l'ordre des choses où ça pouvait pas arriver avant, parce que les auteurs qui ont grandi avec ça, on arrive à 30, tu vois, Tony, Guillaume, Elsa, on est tous de la même génération, donc ça y est, nous on fait partie de ceux qui avons établi les bases. Et donc quand tu vois les jeunes qui arrivent, qui ont 20, 25 ans, eux ont encore plus bouffé de manga, en plus du manga moderne, tu vois. Donc le manga français a tout à faire encore, et tu as raison de dire que oui, il commence à exploser. Moi je dis il y a eu le vrai commencement du manga français, c'est à partir de 2012, tu vois. 2006, les premiers c'était des tests, c'était plus ou moins bancal, voilà clairement, mais c'était mal fait par tout le monde. Le public n'était pas prêt, les auteurs choisis n'étaient pas forcément prêts, les éditeurs non plus. C'est comme d'hab, dès qu'il y a une nouvelle mouvance, il y a des crash tests, il y a des dommages collatéraux. Je suis content de ne pas en avoir fait partie, mais je suis le seul. Et depuis 2012, des auteurs qui avaient déjà du level en dessin, qui faisaient de la franco-belge, mais qui avaient le même âge et les mêmes influences que nous, sont dit on se lance, donc sont arrivés et ont monté un niveau. Les petits jeunes qui arrivent, ils ont un level de ouf aussi. Donc le manga français je pense que clairement a
a de beaux jours devant lui. Et là, on est une cinquantaine d'auteurs. Moi, j'espère que dans 5-10 ans, on soit 500. Et qui est pareil, comme dans Franco-Belge, tu vois, qui est ces blockbusters. T'auras pas. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y aura pas 500 succès. Il y aura des mangas indés. Il y aura 10 blockbusters qui feront que. Tu vois, comme dans tous les autres marchés, que ce soit en comics, en manga ou en franco-belge, tu as toujours 15-20 titres qui trustent le reste. Et après, tu as un peu de tout, de l'indé, du truc ciblé. Et le manga français, dans 10 ans, j'espère que ça sera ça. Qu'on ne soit pas que pour l'instant deux à truster, à être bien, tu vois, avec Radiant et Dreamland. Et c'est normal puisque c'est tout le début. Mais voilà, dans 5 ans, j'espère. C'est pour ça que je te disais, ça ne sert à rien de jouer la compète de qui est le premier. C'est au contraire. Le but, c'est que j'espère dans 5 ans, on soit 10, 15, à avoir plus de 20 tomes, à avoir nos animés. Et voilà, tu vois. Everdark, ça arrive quand même au bon moment quelque part, vu la situation. Bah après, voilà, il faut aussi rendre hommage à ceux qui ont défriché avant, c'est sûr. Hein. Là, de toute façon, par rapport à un peu plus d'une dizaine d'années, on peut que constater que le niveau a augmenté, c'est très bien. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus d'auteurs, parce que mine de rien, là, c'est sûr que le niveau a augmenté. On a de meilleures œuvres avec des codes digérés, où c'est plus des œuvres, on va dire, où on essayait de copier bêtement ce que faisaient les Japonais. Non, maintenant, il n'y a pas de souci, les gens ont compris ce format-là. Ils arrivent à raconter des histoires hyper intéressantes, mais ça serait bien qu'on soit plus nombreux et que les jeunes auteurs arrivent à créer des œuvres qui fédèrent de nouveaux lecteurs et qu'on soit de plus en plus nombreux à proposer aux gens des histoires qui les font rêver tout simplement. Quoi. Tout ce que j'espère. Il y a de la place, ouais. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'auteurs. Bon, on arrive déjà à la fin de cette très longue interview, c'était super sympa. On a pour habitude de laisser une trentaine de secondes à chacun de nos invités pour dire un coup de cœur, un coup de gueule, une reco, quelque chose qui vous passe par la tête. Donc si vous avez envie de vous exprimer, c'est maintenant. Le film, très bon Spider-Man. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, je suis allé voir le Spider-Man et grosse claque et content de voir que ce genre de projet ait pu arriver au bout parce que c'est assez risqué dans l'histoire, dans la narration, c'est clairement un peu underground, tu vois, et j'espère qu'il va avoir le succès qu'il mérite. Donc gros coup de cœur de ça en ciné. Sinon après gros coup de cœur avec un manga avec Fire Punch. Je sais que le titre date un peu, tu vois, il est pas. Enfin oui, il date, mais ça y est, les 8 tomes sont arrivés et vraiment, vraiment fan de cet auteur. J'ai vu qu'il faisait une nouvelle série au Japon dans le Jump, Shen Soman, un truc barré. Et en fait, j'adore cet auteur parce que d'ailleurs, il faudra que j'apprenne à dire son nom maintenant, vu que je le cite, mais je sais jamais. Et lui, j'adore parce que ce mec, il te raconte. Tu vois, c'est l'exemple type que, comme on dit souvent aux petits jeunes. Ça sert à rien de chercher des scénarios originaux. Le but, c'est de savoir comment tu racontes. Le mec, Fire Punch, c'est l'histoire juste de gens qui ont des pouvoirs, hein. Mais la façon, après l'apocalypse, mais la façon dont il va raconter et comment le héros il va traiter ce qui y arrive. Le héros, c'est le même pouvoir que Wolverine en fait, tu vois. Mais je m'en sers et l'auteur s'en sert de cette façon, ça défonce. Chainsaw Man, sa nouvelle série, c'est un mec qui chasse les démons, tu vois, on l'a vu 150 000 fois, mais je peux te garantir que ça défonce le pouvoir qu'il a, la façon dont il raconte. Donc j'aime bien cet auteur parce qu'il prend des sujets super bateaux, puis la façon dont il les tourne, c'est excellent. Donc voilà, ça fait 30 secondes, on est d'accord. Moi, là, vu le taf que je suis en roche, j'ai plus trop le temps de lire, mais voilà, j'attends toujours mes tomes de Berserk qui arrivent au compte-gouttes. Mais bon, ouais, ben voilà. Après, pareil, il m'a fait découvrir Chainsaw Man, la nouvelle série de l'auteur de Fire Punch, et j'ai bien aimé. Mais après, voilà, sinon, pour être un peu corporate, c'est vrai que chez Pika, l'atelier des sorciers, franchement, moi, chapeau. Quand je regarde les vidéos sur le net où elle ancre, c'est hyper contemplatif ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et j'attends d'en savoir plus sur sa série, savoir où est-ce qu'elle va aller. Voilà. Merci les gars, on vous souhaite une bonne fin de festival et une longue carrière qui est déjà commencée pour certains et qui ne fait que commencer pour un autre. J'espère. Écoutez, j'espère que les gens apprécieront la série en tout cas. Merci à vous, toujours présent, après tant d'années, toujours les mêmes, c'est cool. Merci.